Imaginez, vous faites pirater votre serveur avec une centaine de sites web hébergés dessus. C'est l'histoire qui est arrivée à Julien et son ami qu'on reçoit aujourd'hui. Et en temps normal, voilà, une personne classique peut-être désinfecterait son site web ou jetterait son serveur à la poubelle, je ne sais pas, mais s'arrêterait là. Ce n'est pas ce qu'a décidé de faire Julien, qui a voulu remonter la piste pour savoir qui avait osé s'infiltrer sur la machine de son pote. Sauf qu'au lieu de simplement tomber sur un pirate, un loup solitaire, il s'est en réalité infiltré dans une équipe de hackers chinois, très bien organisée. Vous allez voir, c'est une histoire avec plein de rebondissements et vous allez potentiellement halluciner un peu de ce qu'on peut trouver tout seul, parce que tu as fait ça tout seul de ton côté. Ouais. Et revenons aux prémices de cette histoire. Donc, tu es au Maroc avec tes amis et tu joues au poker. C'est la spécificité, c'est que tu es un ancien hacker, en gros, tu faisais du pentest, etc. Mais tu t'es reconverti dans le poker, tu es joueur pro. À quel moment tu découvres qu'il y a eu une intrusion sur le serveur de ton pote, justement? C'est quelqu'un qui me contacte, en fait, et qui me dit j'ai 100 sites qui sont hors ligne, est-ce que tu peux gérer ça? Ils sont pas hors ligne tout à fait, en fait, mais il y a du spam dexing dessus, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages qui sont générées dessus, qui renvoient vers des produits japonais. Et il me dit, je me suis fait hacker, et en fait, c'est historique par rapport à mon ancienne activité où il avait ton contact. Voilà, c'est ça, il me connaît, et c'est ça. Et donc, il me contacte, je lui dis, bon, écoute, là, j'ai pas d'entreprise actuellement, je suis en train de jouer au poker au Maroc, mais vas-y, envoie les accès, je regarde ce que je peux faire pour toi. Et donc, du coup, j'ai géré ça, j'avais un petit trou, je me suis dit, allez, cette semaine, je joue au poker, je vais gérer ça pour lui. Ils étaient vraiment relous, les hackers, parce que, en gros, il modifiait par exemple les permissions des fichiers en permanence. Ça veut dire que quand tu édites un fichier, en fait, tu peux pas parce que lui, il a une boucle infinie qui va réécrire les permissions pour pas que tu puisses y toucher. C'est pas standard de voir ce genre de choses. Et alors juste pour préciser, sur les technologies de ces sites web, c'est quoi qui est utilisé et quel genre de failles ils emploient pour rentrer? C'est globalement du WordPress. Pourquoi pas? Parce que WordPress, c'est pas sécurisé. Non, il y a énormément de travail sur le WordPress. On prend un WordPress de base, on l'installe, ça va être super propre. Par contre, le truc, c'est qu'il y a toute une panoplie de thèmes, de plugins. Et comme c'est le truc le plus utilisé sur Internet, c'est 40% des sites. En fait, globalement, quand on fait du hacking et de masse, on a envie d'aller là où il y a de la masse, donc sur WordPress. Donc c'est souvent la cible principale. Et donc c'est aussi un endroit où il y a des vulnérabilités en grande quantité, parce qu'il y a beaucoup de modules et beaucoup de plugins, et du coup la surface est hyper large, j'imagine. C'est ça. Et c'est souvent quand on va installer les plugins qui sont pas très connus, qui sont pas très maintenus, etc., où ça peut aller. Je pense même pas que les hackers en question cherchent les failles eux-mêmes. Je pense qu'ils prennent les dernières failles qui sont sorties et ils testent. Et donc toi, dans ce cas précis, est-ce que tu arrives malgré tout à les dégager du serveur? Ouais. Pour ça, il a fallu que je down tous les sites pendant la manipulation parce que comme ils réécrivent en permanence, si je les laisse passer ou faire quoi que ce soit, si je veux supprimer par exemple les 10 000 backdoors qu'il y a sur la machine, c'est long. Du coup, j'ai dû mettre tout hors ligne pour pouvoir faire tranquillement. Tu fais le nettoyage, on va dire. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, qu'est-ce que tu notes d'intéressant? Est-ce que au moment du nettoyage, déjà, t'as découvert des premières traces qui vont ensuite te permettre de remonter une piste? Je trouve une URL où je vois un dragon qui tourne à l'infini. Donc ça, je le montre. Mais en fait, je trouve ça. Et c'est au moment de la désinfection, je me dis, merde, les mecs, ils se moquent de moi, quoi. Genre, ils installent, en gros, ce site, il sert à stocker pas mal de backdoors, donc de virus, entre guillemets. Je vais me faire taper sur les doigts par les puristes, mais malware. De malware qui sont téléchargés en fait depuis les WordPress. Les WordPress se connectent à ce site, téléchargent les malwares et les mettent sur le serveur. J'ai jamais vu ça. Un serveur de contrôle détenu par des pirates qui se donne la peine de faire du marketing. C'est quand même très étrange, ouais. Ouais, j'étais un peu surpris de la méthode. Du coup, ça t'a donné envie, j'imagine, d'aller plus loin. Je me dis, je vais regarder ce qu'il y a sur site. Donc, effectivement, je trouve les fichiers qui sont stockés en .txt et qui sont téléchargés sur la machine pour maintenir le contrôle. J'arrive à rien faire du tout de ce site. Et du coup, c'est là où je me dis, je jeter un œil un peu plus profond parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait une URL comme ça accessible et j'ai envie d'en savoir un peu plus, quoi. Je cherche les adresses IP en fait parce qu'il y avait pas mal de leur code à ce moment-là qui n'était pas forcément obfusqué. C'est-à-dire obfusqué, c'est-à-dire qu'en gros c'est illisible pour un humain, mais la machine elle va quand même exécuter le code. Donc souvent, les hackers font ça pour éviter qu'on remonte sur leurs traces, pour éviter de se faire attraper par les
les protections, les antivirus de sites. Et sauf que eux, en fait, c'était lisible des fois. Parce que moi, je m'amuse pas souvent à décoder ce genre de trucs, etc. Ça prend du temps et enfin, j'ai pas que ça à faire quoi que de déobfusquer tous les virus. C'est ça. Du coup, je cherche un peu et je tombe sur une adresse IP. Je vois une instruction en chinois sur la page d'accueil qui dit genre OK, ça fonctionne, un truc comme ça. Et du coup, là, je me dis, je vais essayer de creuser plus en profondeur, voir. C'est un autre serveur, du coup. C'est ça. C'est un autre serveur. Ils avaient énormément de serveurs, beaucoup. Il y en a plus aucun qui existe actuellement parce que je pense que j'ai fait un peu de bruit. Du coup, c'est la moindre des choses, je pense, de changer les URL. Et donc, cet autre serveur, tu investigues? J'investigue, ouais, et je trouve du coup leurs outils qu'ils utilisent. Donc en faisant du brute force, je vais chercher les dossiers en fait qui existent sur la machine et ils ont laissé un dossier qui s'appelle Tool. Et dans ce dossier, en fait, il y a pas mal d'outils à eux. Donc pour rendre les malwares illisibles, pour voir le trafic des sites qu'ils ont piratés. Enfin, il y a une dizaine d'outils quoi qui traînent. Tu es à l'extérieur du serveur. Comment tu arrives à récupérer un accès? C'est ce que tu peux dire, évidemment. Mais... Bien sûr. De toute façon, je dis tout dans la vidéo. Pas grand-chose à cacher, c'est leurs données, donc c'est cadeau. Je trouve une page qui permet de rendre du coup les malwares illisibles. De lister les fichiers locaux, c'est ça? Non, en fait, ils vont upload leur malware, qui est du PHP classique, donc un langage de programmation pour le web. Ça va renvoyer en fait un code qui est illisible par un humain, mais exécutable par la machine. Et en gros, je me dis, en fait, on peut upload des fichiers, donc les file upload, souvent, c'est ce qu'il y a de plus agréable. C'est quand tu envoies toi-même un fichier qui va être exécuté sur la machine. C'est ça, je leur envoie un fichier PHP, donc un fichier de code de site classique, quoi, et si j'arrive à l'exécuter, c'est cool. Donc là, pour le coup, ça marche pas. J'arrive pas à exécuter à exploiter cette faille de cette manière. Par contre, quand tu tapes dans le formulaire de fichier, tu tapes index.php, en fait, il te ressort le code qui est sur leur machine, quoi. Ah oui, donc c'est-à-dire que tu as un moyen de lire un par un les fichiers de la machine. Et toi, tu vas exploiter ça en brute forçant, en entrant un maximum de chemins différents, c'est ça? Et c'est exposé sur le web. Ouais, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. C'est juste, ils se sont dit, on va mettre un dossier tool, personne ne le trouvera. Pour moi, c'est vraiment super amateur la protection qui a été faite. Ouais. La différence entre le niveau d'attaque et de défense, c'est curieux, le jour et la nuit, quoi. Et en défense, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Et en attaque, c'est des gros bourrins. Et donc, tu tombes sur tous ces outils, ces trucs comme ça. Pour l'instant, tu sais juste du coup quels sont leurs outillages. Tu sais qu'ils se protègent pas très bien, mais tu sais pas encore qui c'est et ce qu'il y a derrière. Non, je sais déjà que c'est des Chinois parce que tout est écrit en chinois sur leurs outils. Par contre, j'en sais pas tellement plus, mais ce qui serait mieux, c'est de pouvoir écrire des fichiers, exécuter des commandes, en fait, essayer d'avoir un niveau d'accès un peu plus important. Donc pour ça, je regarde les fichiers de config, je tape des trucs à la main, tranquillement, des fichiers qui pourraient m'intéresser. Et il se trouve que c'est un serveur qui sert à stocker tous leurs virus. Il y a énormément de virus à eux qui sont stockés dessus, de malware. En fait, je vais rapidement tomber là-dessus et en fait, je vais utiliser leur backdoor à eux pour rentrer parce que elles sont là sur le serveur, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu utilises leurs propres outils pour faire des trucs sur la machine. En fait, j'ai trouvé une backdoor à eux qui traînait et du coup, j'ai mis la mienne. Et à partir de la leur, parce que je comprenais pas tout, j'ai trouvé une très simple en fait où je pouvais mettre un fichier facilement, je l'ai fait. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai un accès un shell, quoi. Je peux taper des commandes, je peux modifier les fichiers, je peux les télécharger et je suis déjà un peu plus à la maison. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est littéralement comme si tu avais un accès quasi complet à la machine. Normalement, ça devrait pas être le cas parce que, normalement, un serveur web, ça va tourner sur Apache. Il va avoir des permissions particulières. Eux, pour le coup, c'est un serveur Windows et le serveur web tourne en tant qu'admin. Donc ça veut dire que en fait c'est vraiment open bar. Moi je fais une petite commande, je me déplace, je vois c'est fou. Disque dur Windows et puis je suis à la racine de C, je suis en mode OK. Oui, donc là t'es le roi du pétrole en gros. Sur cette machine en tout cas. Clairement. Question tout bête, mais t'es comment toi perso à ce moment-là? Parce que ça doit pas être tous les jours que tu remontes aussi loin une piste. Non, et surtout pas aussi rapidement en fait, parce que cette histoire elle commence vers minuit, 1h du matin. Après je vais chercher et puis rapidement en fait j'ai l'accès et le lendemain matin mes colocs ils se lèvent, ils me disent putain, il me voit debout à 10h, il me dit toi t'as pas dormi? Oui.
Et du coup, je leur dis, là, je crois que j'ai quelque chose. Et donc, du coup, moi, je suis comme un fou. Enfin, je suis obligé de... pris au jeu de trouver, quoi. À partir du moment où j'ai le site avec leurs outils, c'est fini. Je peux plus faire machine arrière. Et du coup, j'ai enquêté pas mal et je sais plus ce qu'était la question. Je te demandais comment toi tu te sentais ce moment-là. Ah oui, énormément d'adrénaline, peu de sommeil et beaucoup de recherche. Parce qu'en gros, cette histoire s'étale sur 3 jours. 4 jours, peut-être il y a eu un jour de trop au milieu, mais globalement, c'est ça. Je commence à lire un peu tous leurs fichiers de code. Je me dis comment ils travaillent. Parce que moi, des hackers, j'en sors beaucoup. Des WordPress, j'en ai sorti des sites, j'en ai désinfecté je te dirais des milliers. Enfin, vraiment, parce que souvent, ils hackent un site et puis ils hackent les 99 autres à côté. Du coup, là, juste sur cette mission, on a 100, donc ça va vite, quoi. Et du coup, mais j'ai rarement l'occasion de voir comment ces mecs-là travaillent. Donc, je lis un peu leurs fichiers de code, j'essaye de voir comment ils opèrent et au final, je me promène sur le Windows et je trouve un fichier BAT qui s'appelle ip.bat. Et dans ce fichier, en fait, il y a nom de compte, donc administrateur, et mot de passe, et IP, et on dirait un truc il y a du flush DNS, machin. Pour moi, c'est un accès RDP, en fait, pour se connecter via bureau à distance sur la machine. Et donc, je me dis, je vais essayer, et ça marche. Je suis sur leur machine, en fait. Donc là, pour expliquer, c'est que tu as vraiment un accès visuel à une machine, ce qui n'existe jamais normalement. Non, ça n'existe pas. RDP. PC, clavier, et puis c'est parti, double-clic sur Firefox. Non, mais en gros, c'est ça, quoi. Normalement, personne déjà n'utilise de serveur... les serveurs Windows, c'est ultra rare. Ouais. Faire tourner ton serveur web en admin, c'est n'importe quoi. Du coup, là pour le coup, tu arrives sur vraiment une machine utilisateur avec une interface. Au moment de te connecter, tu ne sais pas si quelqu'un peut pas te voir ton activité. Il me semble que j'utilise avec mon shell, donc ma backdoor, en gros, je fais une commande qui permet de voir est-ce qu'il y a des connexions actives sur tel port. Et donc, du coup, en fait, je vois qu'il n'y a pas de connexion active sur le port de connexion au bureau à distance. Donc, en fait, je sais qu'il n'y a personne dessus. Okay. Par contre, je ne sais pas ce que c'est cette machine. Donc, potentiellement, je vais me connecter et je ne sais pas, ça se trouve, c'est une machine physique. Enfin, non, parce que c'est une IP américaine, donc c'est un serveur virtuel. Du coup, je me connecte et j'arrive sur un Telegram tout en chinois, je vois plein d'outils, ça clignote partout. Et là, je ferme, en fait. Je me dis, OK, ça marche, en fait. Enfin, quand je mets les accès, je me dis pas, je vais me connecter sur la machine. Et t'as enregistré ton écran. J'ai enregistré mon écran. Et ça, c'est ce que tu vois. C'est ça. Putain. En vrai, c'est une dinguerie. Donc là, ça veut dire que t'as vraiment un PC utilisé par un pirate. Pour l'instant, tu peux te dire qu'il est tout seul. Quand je vois le télégramme, je me dis quand même... En plus, je jette un petit coup d'œil, je vois un groupe avec, 34 personnes dans la conversation de groupe qui parlent toute la journée, etc., etc. Et là, à ce moment-là, je décide de fermer et je me dis, faut que je réfléchisse, quoi. Qu'est-ce que je fais de ce truc ? Donc je mets un message sur Twitter, je dis voilà, je suis dedans, je fais quoi ? En public ? En public, ouais. Ok. Pourquoi pas, écoute. Et donc on me dit vas-y, mets-leur un ransomware. Donc ça non, j'ai pas envie de leur demander une rançon et de récupérer de la crypto. Enfin, je sais pas, ça me dérange un peu. On me dit t'as qu'à désinfecter toutes les victimes. Je me dis pourquoi pas, en soi, on peut essayer, mais là, j'enquête un peu sur du coup comment fonctionne leur code, etc. Et ça me paraît impossible, en fait, parce qu'ils contrôlent les machines qu'ils ont piratées avec plein de serveurs. J'ai pas hacké le serveur qui contrôle tout, quoi. Du coup, je me dis, franchement, tant qu'à faire, je vais tout casser. Parce que, j'ai déjà essayé d'échanger avec la police sur ce genre de sujet. Notamment pour une histoire qui a eu lieu en France. Je les ai contactés, c'est encore en activité, il faut relancer, etc. Enfin, ça marche pas. Alors je me dis, en Chine, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, j'y crois pas du tout. Du coup, j'ai tout supprimé. T'as laissé une trace quand même de ton passage ou tu les as prévenus ? Un petit message pour m'excuser parce que c'est pas... comment dire ? En fait, je me mets aussi à la place du mec, quoi. Faut se dire que ce mec, pour moi, il est sûrement... Enfin, j'ai vu des photos sur les télégrammes, il y a une photo d'un mec qui... Je lui donne pas du tout 18 ans, peut-être 16. Ouais. Non, pour moi, ils sont très jeunes globalement. Ah, t'as vu une photo du mec ? On peut voir sur la machine quand j'arrive, en fait, il y a un mec qui s'appelle Michael T. Et en fait, il a un avatar et on voit sa tête et on se dit, mais 14 ans, 15 ans. Et il fait vraiment hyper jeune. Dans leur conversation, ça a l'air assez jeune dans le sens où j'ai mis pareil sur la vidéo, je mets un extrait où on voit écrit... fait ça comme un devoir parascolaire. Donc en mode, pour moi, c'est un étudiant. Quand il commence les conversations avec son boss, le mec sait même pas tellement ce que c'est WordPress. Son boss lui dit, tu connais WordPress ? J'ai entendu parler, quoi. J'ai entendu, ouais, tu vas étudier le code, machin. Il lui dit, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Est-ce que justement, après avoir tout lu, tu as eu suffisamment de temps pour comprendre
C'est quoi cette histoire-là? Ça ressemble à une école. Je dirais que c'est peut-être parce qu'il y a une histoire de groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Il y a plein de groupes. Ils sont 34, donc une classe 34, ça colle. Donc je me demande presque si c'est pas une classe avec en fait le boss qui est le professeur, enfin quelque chose comme ça. Oui. C'est sûr qu'ils sont tous dans le même bâtiment parce qu'ils ont des réunions au premier étage, ils ont vas-y descends manger, enfin des messages comme ça qui sont échangés au même endroit. C'est trop bizarre. Une théorie que j'avais là en voyant un truc comme ça, c'est peut-être des groupes de jeunes qui s'amusent le soir en rentrant de l'école à faire de la merde. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'ils ont des horaires de boulot, en gros, c'est ça? Ils ont des horaires de boulot, c'est 8h, 18h. Le lundi, il doit faire son rapport au patron. Enfin, c'est quand même plutôt structuré. Tout ça, tu le vois en échange Telegram? Ouais, j'ai téléchargé toutes leurs conversations. Okay. J'ai lu beaucoup pour essayer de comprendre un peu comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Mais alors, tu sais quoi, la théorie, c'est que dans les écoles chinoises, ils s'entraînent à la cyber sur des WordPress européens. Ouais, mais c'est même pas que de l'entraînement parce qu'ils monétisent en fait. Ils monétisent avec de l'affiliation de produits japonais. Il y a une histoire de salaire. Ils disent que les heures supplémentaires sont super bien payées et qu'ils sont trop contents d'en faire. J'ai pas vraiment poussé le truc jusqu'au bout de remonter à eux parce que de toute façon, ça sert à rien. J'ai fait un petit peu de ménage, mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire, ouais. C'est ça. Donc ça veut dire que tu aurais des organisations qui rémunèrent des gens très très jeunes pour faire du hacking de WordPress occidental afin de faire de la monétisation avec de l'affiliation. Oui, occidental, mais pas que. Il y avait le plus gros site qu'ils avaient, c'était un site brésilien. Toute la planète y cible globalement. Peut-être qu'ils ignorent la Chine, ça m'étonnerait pas vu un peu leur méthode de fonctionnement. Il y a un truc qui est intéressant parce que ça ne s'arrête pas là, l'histoire, entre guillemets. Ça, c'est le moment où du coup tu découvres tout, tu télécharges tout ce que tu peux et après suit un jeu du chat et de la souris entre toi et les gens qui gèrent l'ordi. Est-ce que tu peux nous expliquer les petites gouttes de sueur que tu as eues, enfin, comment ça se passe après? Je vois de quoi tu parles, j'oublie une étape. je leur ai laissé un petit mail du coup pour... j'aurais bien aimé rentrer en contact avec eux en fait pour discuter. Je leur laisse un mail jetable. Du coup le lendemain je me réveille, je me dis est-ce qu'ils m'ont contacté? Et du coup, non. J'attends en fait à 8h, heure chinoise, donc l'heure à laquelle ils commencent le travail, puisque entre-temps, en fait, j'ai lu toutes leurs conversations Telegram. Je sais quels sont leurs horaires, etc., etc. Donc je me dis, je vais l'attendre sur sa machine, et quand il va se connecter, je vais le voir, puisque connexion bureau à distance RDP, on peut pas être deux être connectés, donc quand il y en a un qui se connecte, l'autre se fait déconnecter. Du coup, je l'attends sur sa machine et au moment où il me déconnecte, je lui laisse un peu de temps parce que je laisse le temps de profiter de la machine toute vide et du message que je lui ai laissé. Là, je le redéconnecte en fait pour lui dire que j'ai des backups et j'écris dans la conversation de groupe. Ah, sur Telegram? Sur Telegram, ouais. En anglais, du coup? En anglais, ouais, avec un message que j'ai écrit au préalable en fait et que je copie-colle. Et du coup, je spamme un peu la conversation où il y a les 34 personnes. T'écris quoi? I have backup. Et je laisse mon email. Je me dis, je vais voir ce que je fais après. J'aimerais bien qu'ils me contactent pour essayer de les récupérer. C'est juste de créer un lien, quoi. C'est ça. Enfin, c'était rapide. C'était juste histoire de dire, comment va-t-il réagir face à ça? Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, après, je suis allé dormir. Au bout d'un moment, et du coup, ils m'ont pas contacté. Par contre, ma backdoor était toujours là. Donc, c'est-à-dire qu'ils te répondent pas, ils sont tous au courant que t'as infiltré la machine, on ne t'ont pas dégagé, quoi. J'avais caché le fichier, etc. Il l'a pas supprimé, il s'est pas trop posé de questions, il a changé le mot de passe. Il a rajouté un certificat de sécurité pour que je puisse plus me connecter. Du coup, après, j'ai su retourner les hacker une fois. C'est là où je pensais en fait que je pourrais pas les hacker deux fois. Enfin, moi, à partir du moment où je supprime tout, je l'attends sur sa machine, je lui dis que j'ai des sauvegardes, je m'attends à que c'est fini, quoi. Pour moi, ça signait déjà la fin. Mais je suis quand même reparti les hacker un petit coup parce qu'ils avaient laissé la backdoor. Et du coup, tu retournes dessus? Je retourne dessus. Évidemment, j'ai téléchargé toutes leurs conversations Telegram, etc. Et je me dis, je vais aller voir quelle est sa réaction suite au piratage. Donc j'arrive pas à craquer le certificat de sécurité. J'installe du coup un outil spécifique, donc Tight VNC. Donc c'est protocole VNC, c'est comme RDP, connexion bureau à distance, on peut contrôler souris, tout ça. Pour accéder à Telegram et tout. Et à partir de ce moment-là, je l'installe en ligne de commande via donc mon malware, ma backdoor qui est restée sur la machine. En fait, je me dis, il finit le travail donc du coup vers 11h du matin. Et je me dis, je vais l'attendre. Juste, est-ce que tu as pu voir les réactions sur Telegram après tes messages? Oui. Et alors? Vomir du sang. Quoi? Ça a l'air une expression chinoise. Ils ont dit ça. Le traducteur Google Translate est pas foufou. Ouais. Si quelqu'un sait ce que veut dire vomir du sang en chinois, est-ce que c'est la dernière interaction que tu auras vécue? Du coup, j'ai repris leurs données et après,
machine HS. Elle a pas bougé pendant un petit moment. Je crois qu'il y a eu le week-end entre-temps, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, elle a disparu total d'Internet. Ils ont changé le serveur. Ils ont fait une migration, ouais. Et puis tous les serveurs que j'avais sur Telegram ont disparu petit à petit. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on entend ce genre d'histoire Non. complètement dingue. Il y a quand même un truc qu'il faut qu'on précise, c'est que le hackback, c'est-à-dire que faire une intrusion dans un système d'information, c'est illégal, d'accord? Donc là, on se trouve dans une zone très grise, très particulière, où toi, tu t'es fait hacker, ce qui est parfaitement illégal de leur part. Est-ce que ça s'assimile à de la légitime défense? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est un sujet très intéressant dont on pourra reparler une autre fois avec d'autres interlocuteurs. Juste, on peut établir la théorie qu'il y a peu de chances qu'on t'amène au tribunal pour ce que tu viens de faire, parce qu'il faudrait assumer en même temps qu'on vient de te pirater. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais quel est ton avis par rapport à ça? Moi, je sais du coup que c'est illégal au moment où je publie cette vidéo, mais ce que j'ai répondu à ceux qui me disaient « mais c'est illégal, pourquoi tu fais ça, t'es fou ?» Que moi, je pars du principe que j'ai encore assez foi en la justice pour pas qu'on me condamne d'avoir supprimé le serveur de mecs qui défoncent des centaines de serveurs par jour et qui n'aurait pas été puni si j'avais contacté la police, parce qu'il n'y aurait pas eu de travail de fait, que c'est compliqué, c'est en Chine, donc enfin... On va dire que c'est un risque que tu te permets de prendre. Je me permets de prendre ce risque. Quand t'étais dans le feu de l'action, t'as hésité ou non, dans le feu de l'action, pas du tout. Genre t'as remonté la piste et tu dis vas-y, je vais au bout quoi. J'ai les accès admin, c'est trop tard quoi, il faut faire quelque chose, peu importe ce que c'est, mais je pense qu'à refaire, j'aurais essayé d'essayer de remonter plus haut dans le réseau, parce que là, ok, j'ai shooté une machine, c'est bien, mais de toute façon, ils sont 34, donc le code, ils vont le refaire. Est-ce que tu t'es posé la question de, au lieu d'y aller en mode bourrin, je supprime tout, genre de laisser genre un honeypot ou une backdoor cachée un peu pour essayer d'avoir une tour de surveillance sur leurs activités pendant plusieurs mois? J'y ai pensé, mais j'étais pas trop dans le. Ouais, c'était un one shot quoi. C'est ça, j'allais déménager, je devais jouer au poker, etc. Il y avait des gros tournois qui arrivaient, enfin, c'est le hasard quoi. Il y a l'hypothèse que c'est une classe, etc. C'est peut-être plus un peu un centre de formation de hacking. Alors, en fait, c'est déjà leur business, mais c'est juste qu'il y a des gens qui s'y connaissent pas, qui intègrent le truc. Enfin, on sait pas ce que c'est, mais faut peut-être pas forcément voir le truc comme c'est des gens en seconde et c'est leur activité de 8h à 10h. C'est peut-être un mélange de centre de formation, d'entreprise, de bootcamp, on sait pas. En même temps monétisé avec des gens très jeunes, c'est ça qui est très étrange. Ça reste très étrange, mais... Il y a un mystère autour de cette histoire qui est assez incroyable. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite vraiment, mais alors vraiment, à aller voir l'interview de Colin, le hacker qui a rendu fou Microsoft, jusqu'à obtenir plus de droits qu'eux des Game Masters. Entre jeux vidéo, hacking et gros business, il y a tout dans cette interview. Allez la voir.